management, on ne peut pas avouer ses faiblesses. On n'a pas d'état d'âme. On ne souffre pas. On ne stresse pas. On est un surhomme. Sauf que un jour ou l'autre, il y a quand même des pépins. Il y a des gens qui cassent. Je voudrais qu'on s'intéresse au stress parce que le business, c'est un marathon. C'est pas un sprint, c'est pas un 100 mètres. Il faut quand même tenir 35 ou 40 ans, sauf si on est trader et qu'on a accumulé une fortune rapide, peut-être. Mais je pense que pour les autres, il va falloir essayer de durer. Si j'entends bien, cette appellation recouvre beaucoup de choses, telles que le stress, la dépression, le harcèlement, peut-être même la violence, la fatigue, les maladies psychosomatiques. Est-ce qu'on pourrait peut-être mettre un peu d'ordre dans tout cela? Alors je pense que ça ferait pas de mal, parce que le mot stress est utilisé en France maintenant à tort et à travers. On ne sait pas très bien de quoi on parle. Alors revenons d'abord à l'origine du concept. C'est un biologiste, Hans Selye, qui a défini ce qu'est le syndrome d'adaptation. C'est complètement animal, c'est vrai chez tous les mammifères. Dès qu'il y a danger, il y a une réaction de stress qui est à la fois biologique et nerveuse. Alors, ce qui est plus récent dans ce vocabulaire des médias, là je ne parle pas des spécialistes, c'est les troubles psychosociaux. Alors je veux dire, la première fois qu'on entend ça en France, on se dit, attendez, c'est quoi ça? Moi je connaissais les troubles mentaux, troubles psychologiques. Il y a 3% de la population qui est plus ou moins gravement atteinte, c'est des autistes, c'est des gens qui sont schizophrènes, manico-dépressifs. Mais des troubles psychosociaux, que venait faire le mot social là-dedans? Alors, c'est invention Europe du Nord, Bruxelles, accord signé bien avant nous en Belgique, et j'y reviendrai sur ces troubles psychosociaux, puisque ça remonte à 1996, alors qu'on ne parlait pas du tout de ça en France. Et ça veut expliquer que dans les problèmes qu'ont les personnes, il y a des choses qui sont de leur patrimoine personnel. Et tout ça, l'entreprise n'est absolument pas responsable de ça. Il y a ma vie familiale, et puis enfin, il y a mon travail. Et je reviendrai là-dessus, sur le pourcentage du mal-être que les études européennes imputent à chacun. Donc, psychosocial, ça veut dire que si les gens vont mal, ce n'est pas uniquement à cause de leur passé, de leur héritage génétique, mais aussi du milieu dans lequel ils vivent, des temps de trajet, 2 heures en région parisienne tous les jours, etc. etc. Donc l'expression, elle est apparue en Belgique, en Europe, puis elle a débarqué en France, et maintenant, il y a des lois, il y a des choses qui parlent de ça. Alors il y a un autre point très important que je veux faire, c'est quand on parle de stress, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle des causes qui déterminent les problèmes, qu'on appellerait des stresseurs, je préfère le mot, ou est-ce qu'on parle de l'impact sur l'individu de ces 10 stresseurs, sachant que l'impact est complètement différent selon les individus, et que même chez un même individu, il varie dans le temps, il n'y a aucune stabilité. Donc, quand on nous dit manager par le stress, il y a comme ça qu'on y arrive, c'est vrai qu'il y a une courbe entre performance et stress, il y a une courbe, mais c'est une courbe en cloche. À mesure que le stress augmente, la performance augmente, et après, selon la période, selon les individus, l'optimum est atteint et après la performance s'écroule. Il y a une chose qui me frappe et qui m'amuse beaucoup. Comme je le disais, en 69, je travaillais donc sur le stress à Radio-Canada. Mais en 64, la Harvard Business Review avait un numéro spécial sur le stress. Et le mot n'est apparu dans le public des managers en Belgique, 95-96, en Europe du Nord, en France, début des années 2000, fin des années 90. Il y a quand même, on peut se poser des questions, s'interroger. Pourquoi au Canada et en Amérique du Nord, on étudiait et on s'occupait sérieusement, médicalement, scientifiquement du problème, et on éduquait les managers. Et pourquoi en France, il a fallu attendre aussi longtemps? Et je reviendrai sur ce point-là quand je parle des réactions typiques des entreprises. Mais c'est un sujet, un vaste sujet sur lequel on pourrait s'interroger. Alors, dès les années 80, à mesure que je prenais de l'âge, j'ai écrit sur les modes, en français, en anglais, parce que j'étais frappé par une suite de phénomènes médiatiques
Et puis, on en parlait, c'était partout. Alors, vous connaissez les trucs, ça a été les Scandinaves, les groupes autonomes, la Quality of Work Life, et puis après, ça a été les cercles de qualité, puis après, la qualité totale, puis le budget bas zéro, puis... Bon. Et donc, moi, chaque fois que je vois arriver quelque chose, j'ai le réflexe des Américains qui dit « Oh, just another program », ou moi, je dis « encore une mode ». Donc, c'est sûr qu'en ce moment, c'est un phénomène médiatique, et même politique. Certes, il y a toujours des effets de mode, mais quand on regarde véritablement les enjeux économiques, sans parler des enjeux humains, ils sont considérables. Les agences européennes, et selon les études, mettent le coût du stress de 2,8 à 3,6% du produit intérieur brut. Quand vous prenez les produits intérieurs bruts de l'Europe et de la France, ça fait des sommes considérables. 580 milliards pour l'ensemble de l'Europe et 49 milliards pour la France, c'est-à-dire environ 35% des dépenses de santé. Donc ce ne sont pas des sommes ridicules à un moment où on a un fort déficit de nos systèmes de santé. Il faut savoir que la moitié des journées de travail perdues en Europe proviendrait du stress. C'est considérable. Alors pour compliquer un petit peu plus les choses, les symptômes classiques du stress, problèmes de sommeil, problèmes d'anxiété, problèmes gastro-intestinaux, ça c'est du court terme, ou à long terme des problèmes cardiovasculaires graves, peuvent provenir du stress, mais peuvent provenir d'autres choses. Les symptômes ne sont pas nécessairement spécifiques du stress, d'où une certaine incertitude dans les chiffrages et les estimations. C'est que ça, je parle du coût pour le système de santé. Quand on regarde les perturbations dans l'entreprise, selon les meilleures études américaines, vous multipliez ça par 3 ou 4. Alors c'est quoi dans l'entreprise? C'est j'ai un sureffectif construit pour pallier à l'absentéisme, j'ai des problèmes de turnover, j'ai des absences maladie, alors après on verra qui paye, différent selon les pays, mais même en France où c'est la sécurité sociale qui paye tout, il y a parfois un petit surcoût au-delà des indemnités journalières qui est payé par l'entreprise, qui peut faire 3 à 4% de la masse salariale. Donc ça coûte en fait très cher. Alors le point important, parce que dans tout ce qu'on évoque là, il y a toujours un problème fondamental, c'est court terme, moyen terme. Depuis qu'on vit dans le capitalisme financier à outrance, l'horizon temps est le trimestre et le moyen terme appartient à Dieu. Et on ne peut pas continuer comme ça. On repousse l'échéance, c'est comme la dette, c'est comme les retraites. Donc ne s'occuper que du stress à court terme en se voilant les yeux sur qu'est-ce que ça va coûter à terme, alors que la population vieillit, que les retraites vont coûter plus cher et que les comorbidités augmentent bien entendu avec le vieillissement de la population. Donc la tendance, elle est comme ça. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, la première morbidité au travail, c'est les TMS, les troubles musculo-squelettiques, et prévu par l'OMS à l'horizon 2020, ça sera les troubles mentaux et comportementaux, qui deviendra la première. Ce qui est quand même intéressant. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais même si dans le discours, je parle beaucoup d'argent, je crois qu'on ne peut pas ne pas avoir un minimum d'humanité, encore en nous, et ne pas voir que derrière, il y a des gens qui souffrent dans leur chair. Et ça, c'est quand même plus important que des milliards d'euros ou des millions d'euros.